Alors, cette troisième séance consacrée à la poursuite du débat général va aborder les différentes questions les différentes autres questions en dehors de celles des droits de l'homme qui ont été soulevées au cours de ce débat général-là. Donc, dans un premier temps, on va voir le débat sur les crimes et questions économiques. Je dis bien crimes et questions économiques, c'est-à-dire que les deux sont liés. À savoir qu'il y a les crimes économiques d'une part et les questions économiques aussi, essentiellement. Dans un deuxième temps, nous allons aborder la question du débat sur les questions sociales et nous allons voir les revendications des travailleurs et jeunes. Et ensuite, dans un sous-thème consacré aux revendications paysannes qui ont occupé une place particulière également dans la conférence nationale. Et enfin, dans une troisième partie, comme cela avait été proposé dès le début. Alors, pour ce débat sur les crimes et questions économiques, je voudrais d'abord rappeler que lorsque j'ai évoqué les origines de la conférence nationale souveraine du Togo, d'où elle vient, j'avais indiqué qu'elle était venue du Bénin et que c'était à propos des problèmes posés par la mise en application des plans d'ajustement structurel et de la situation extrêmement difficile au plan social, avec la grave crise qu'elle a créée dans la situation du Bénin avec les licenciements, les salaires non payés, débouchant sur une révolte de la population qui avait amené à la tenue de cette conférence nationale-là. Et donc, de la même manière, puisque ces plans d'ajustement structurel ont été mis en application partout en produisant les mêmes effets, et vous savez généralement que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, eh bien, la mise sous tutelle de l'économie togolaise, par les plans d'ajustement structurel et la mauvaise gestion du régime ayant conduit à l'explosion du 5 octobre 1990, naturellement, les questions économiques ont occupé une place importante dans les discussions et dans les débats de la conférence nationale, tant en ce qui concerne le bilan que la détermination des perspectives qu'on allait tracer pour le pays. Dans cette discussion, il faut remarquer que si la plupart des membres du gouvernement ont eu à défendre la politique du régime en rejetant sur les causes externes les difficultés de l'économie auxquelles l'économie togolaise était confrontée, certains ministres qui jusqu'alors étaient des otages du système s'en sont quand même désolidarisés, comme je l'ai indiqué à propos de la question des droits de l'homme, lorsqu'ils ont refusé de se plier à la décision des autres membres du gouvernement de quitter la conférence nationale lorsqu'elle s'est déclarée souveraine. Et donc, la plupart des ministres, dans les exposés à leur retour, les exposés qu'ils faisaient étaient des exposés d'auto-justification du régime, qui disaient que en réalité ce régime-là a tout fait de bien, a su prendre des mesures qu'il fallait face aux difficultés qu'il rejetait sur les causes externes, mais cette auto-justification et cette façon de rejeter sur l'extérieur les difficultés auxquelles l'économie togolaise allait être confrontée n'allait pas résister longtemps à la multiplication de témoignages et d'exposés de faits précis mettant en cause la gestion parasitaire de l'économie togolaise par le régime des Adema. Et donc, c'est assez rapidement que les révélations sur les détournements de fonds au sommet de l'État ont commencé à défrayer la chronique et en particulier la toute première d'entre eux a concerné l'Office togolais des phosphates OTP. Et les révélations qui ont été faites ont véritablement fait sensation.
Alors, la première révélation est venue de M. Mbaka Bassema, qui a été un ancien directeur de l'OTP, de cette entreprise nationale, généralement qualifiée de poumon de l'économie togolaise. Mbaka Bassema qui a révélé dans la communication qu'il a faite le 12 août tous les mécanismes par lesquels s'organisaient les détournements de fonds de cette société au profit des membres du régime. Je vais juste indiquer et là citer quelques extraits de la communication qu'il a faite pour que vous vous rendiez bien compte de l'ampleur du phénomène. Je cite, « Pour financer et soutenir son programme d'investissement, l'État pompait les réserves de l'OTP et de l'OPAT et s'endettait lourdement auprès de l'étranger, suivant des conditions commerciales donc onéreuses. Des marchés de l'État étaient donnés gré à gré, sans appel à la concurrence, aux étrangers pour achat d'avions, avions présidentiels Fokker 28, Grumman, les hélicoptères, DC-8 Boeing, avions pour le transport des troupes, avions de chasse, achat d'armes et de munitions, achat d'appareils sophistiqués de communication pour les services de sécurité de l'État, achat de bateaux Hodo et Pic Dagu, avec les containers, construction de l'aéroport de Niamtougou, construction d'hôtels et de bâtiments publics et autres investissements industriels. Alors, après avoir cité tout ce à quoi avait ainsi servi l'argent de l'OTP, il a tenu à citer les responsabilités comme suit, je cite, « Avec une dette extérieure d'environ 400 milliards, alors que nos exportations rapportent à peine 50 milliards de temps en temps, notre pays est ruiné. D'autant plus ruiné que le tiers environ de l'argent que rapportent nos exportations est détourné au profit de deux personnes essentiellement, Eyadema et Maurice Assor. » Je précise que Maurice Assor était le conseiller économique d'Eyadema. Les fossoyeurs du Togo. Voilà pourquoi des chiffres circulent sur la fortune personnelle d'Eyadema qu'il estime à au moins 2 fois la dette extérieure du pays, soit environ 800 milliards de francs. Pour situer la fortune personnelle de M. Maurice Assor, qui ne possédait rien avant de rencontrer Eyadema, il a racheté les 3 derniers étages d'Olympic Tower sur la 5e avenue à New York, qui appartenait au célèbre richissime armateur Onassis. Donc, après cette révélation faite par M. Mbaka Bassema, une intervention faite par Antoine Folly, qui est un responsable de l'UDS, devenu UDS Togo aujourd'hui, et qui était délégué donc de son parti à la conférence. Antoine Folly donc devait expliquer dans la communication qu'il avait faite le même jour, ce même jour-là, ce 12 août, la stratégie de l'araignée par laquelle le régime organisait internationalement les détournements de fonds de la même société. Il a révélé ainsi que les banques étrangères, implantées notamment dans des paradis fiscaux, étaient chargées du recel de ces fonds qui servaient à diverses acquisitions de toutes sortes, dont celles de matériel non prévu au budget. Et donc, vous voyez que cette compagnie chargée de l'exploitation et de la commercialisation des phosphates et qui, devait financer l'économie nationale, en réalité était directement ponctionnée sur ses fonds propres pour acheter toute une série de matériel alors que ce n'était pas son rôle. Et c'est cela qui l'a totalement ruiné. Et ainsi, après avoir fait ces révélations, on a assisté à cette autre chose extraordinaire que Folly Antoine a demandé au Présidium d'interpeller le ministre Barké pour qu'il réponde des accusations ou des révélations qu'il venait de faire sur ce à quoi servait l'argent de l'OTP. Et à la grande surprise de toute la salle, lorsque on a posé la question à M. Barké, qui était là, de savoir si ce que Antoine Folly venait de dire était exact,
eh bien, il n'a fait que confirmer que ce qu'il avait dit était rigoureusement exact et que les choses se passaient ainsi. Et donc, a été étalé devant la conférence nationale toute la profondeur de la crise du régime qui rendait ses membres incapables de se dérober dans la nation togolaise, représentée donc par cette conférence nationale qui était diffusée en direct par les médias d'État. Donc ces membres pris au piège ne pouvaient pas se dérober parce qu'ils savaient très bien que s'ils mentaient, d'autres révélations allaient suivre et ils étaient incapables de savoir exactement comment des gens avaient pu obtenir toutes ces informations. Et donc chacun avait peur pour lui-même et son avenir. Donc ils ne pouvaient que pour eux malheureusement confirmer ce qu'ils savaient, à savoir que tout cela était juste. Ensuite est venue en débat la question de ce à quoi toute cette dépense intempestive a fini par conduire, à savoir la question de la dette extérieure. Et au final, il a été annoncé que l'économie togolaise avait été tellement mise à mal qu'elle était à ce moment-là endettée de 350 milliards de francs CFA et que son remboursement paralysait pour l'essentiel l'ensemble de l'économie togolaise. Et donc, c'est alors, après toutes ces révélations, que, en réalité, bien même dès avant le 12 août où Antoine Foli et Barké ont eu à faire ces interventions-là, que à la séance du 21 juillet, où d'autres révélations avaient été faites avant, M. Lucas Afantchao, qui était un responsable de la CDPA. Malheureusement, il est décédé maintenant, depuis ces dernières années, qui, de son état, est un expert comptable, est intervenu pour demander au présidium de la conférence nationale d'interpeller le ministre Barké et un de ses collègues pour les appeler à confirmer ou à infirmer les chiffres avancés sur le montant de la dette extérieure qui était, comme je viens de le dire, de 350 milliards de dollars, de francs CFA, 350 milliards de francs CFA. Et donc, M. Barké et un autre à qui on a fait appel, là également, n'ont pas pu se dérober. Et ils n'ont fait que confirmer que le niveau record de la dette extérieure, qui était déjà très fort à l'époque, ce n'est pas les chiffres qu'on donne aujourd'hui, puisque à l'époque, nos économies, leur budget était extrêmement faible. Et donc, ils ont confirmé les chiffres, et ça a donné lieu à M. Lucas Afantchao de proposer à la conférence nationale l'adoption d'une déclaration. Celle-ci est différente d'un acte, c'est une déclaration cette fois-ci qui a fait le constat de la faillite économique du régime. De la même manière, le président de la conférence était interpellé au-delà du règlement de certaines questions paysannes pour régler aussi tous les conflits sociaux, les autres, qui se posaient dans le pays, notamment les grèves qu'il y avait. C'est ainsi que le 19 août, il y avait une grève des dockers du port de Lomé, qui étaient mécontents du sort qu'on leur faisait, et donc la grève avait bloqué l'économie nationale et le débarquement des marchandises importées. Et alors que jusque-là la grève était interdite et proscrite, la combativité des travailleurs retrouvait droit de cité, le droit de grève était reconquis à nouveau, et les travailleurs n'entendaient pas s'en priver. Et dans différents secteurs, les grèves se déchaînaient de tous les côtés. Ça, j'en avais parlé, et c'est la situation qui avait suivi le soulèvement populaire du 5 octobre 1990.
Et donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que dans ces conflits-là, pour certains d'entre eux qui avaient un enjeu national et paralyser l'appareil de production ou des secteurs vitaux de l'économie, le président de la conférence était tenu d'intervenir pour régler les différends qu'il y avait. C'est ainsi que le pays avait été confronté en pleine conférence nationale au début à une grève des enseignants qui paralysait le pays au moment des examens. Et donc il y a eu toute une longue discussion avec des pressions exercées par les parents d'élèves de l'intérieur même de la salle de la conférence nationale sur les syndicats d'enseignants qui étaient eux aussi dans la salle de la conférence nationale pour que leur grève soit suspendue, et les syndicats n'entendaient pas des mots de leur mouvement revendicatif. Les responsables étaient dans la salle, mais ils entendaient que leurs camarades qui étaient dans les établissements poursuivent leur grève tant que leurs revendications n'étaient pas satisfaites. À savoir les revendications salariales, les revendications sur les primes d'examen, les différentes primes, etc. et tout ça. Tant et si bien qu'il a fallu mettre en place une commission spéciale qui a instruit la question, qui a écouté les syndicats et réceptionné leurs doléances, qui a rencontré les parents d'élèves pour avoir leur son de cloche, et qui a rencontré aussi les membres du gouvernement pour savoir ce qu'il fallait faire face à cette situation-là qui s'était posée. Et pour finir, on a dû trouver une solution à partir de là, et imposer aux syndicats de reprendre le travail tant bien que mal. Alors de mauvaise grâce, ils ont répondu, ils ont accepté finalement, mais cela après un bras de fer qui a été long, où tous les chantages qui s'exerçaient sur les syndicats n'ont pas tenu. Finalement on a pu trouver les compromis qu'il fallait pour que le travail puisse reprendre et que les syndicats obtiennent quand même satisfaction aux revendications qu'ils avaient mises en avant. Il en sera de même à un moment donné de la conférence nationale, lorsque le constat de faillite de l'économie, le constat de faillite de l'économie nationale a été constaté avec la déclaration de faillite là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et immédiatement certains en ont profité pour faire la proposition d'une trêve sociale aux syndicats en disant comme l'économie avait été mise par terre par le régime, maintenant il ne fallait plus faire grève du tout, mais qu'il fallait reconstruire l'économie, alors qu'en réalité il s'agissait de poursuivre la mise en application des plans d'ajustement structurel. Et là, les syndicats ont été particulièrement vigilants en refusant totalement de céder à ces injonctions et d'accepter cette idée de trêve sociale par lesquelles ils se lieraient les mains en s'interdisant d'avoir le recours à cette arme extraordinaire qu'ils ont, qui est la grève, pour faire pression pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Et donc, vous constaterez à partir de là que la question de la trêve sociale qui est d'actualité aujourd'hui dans la situation togolaise, avec ces pseudo-trêves sociales qui a été signée entre certains syndicats d'enseignants et le gouvernement contre les revendications du 7, et les conséquences que ça a eu avec l'arrestation aujourd'hui des responsables du 7, et toutes les tracasseries qui ont été déchaînées contre ce nouveau syndicat des enseignants, n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de récurrent et qui remonte à très loin dans la situation. Depuis la conférence nationale, sans arrêt, on n'a cessé de lier les mains aux organisations syndicales en tentant de leur imposer la reconnaissance ou l'adhésion à cette trêve sociale. Et à l'époque, ils s'y sont avec succès opposés.
Et c'est les mêmes pressions qui continuent jusqu'aujourd'hui, d'où leur caractère totalement inacceptable. Alors, toute une série d'autres problèmes que nous voyons apparaître aujourd'hui, encore aujourd'hui dans le monde rural, ont été signalés. Bon, c'est ainsi que dans la région de Sokolé, la manière dont des populations ont été, importées du pays Kabylie pour être implantées là. Et parce que c'est l'ethnie du président de la République, et donc ces gens-là se sont accaparés de leurs terres à leur détriment, créant des tensions extraordinaires. Vous connaissez les problèmes qui se sont posés dans la région de Sotobois, avec des affrontements interethniques sanglants, qui a eu à l'occasion les populations revendiquant la propriété de leurs terres qui leur avait été arrachée de force, là où on envoie l'armée matraquer les autochtones et défendre la cause des allogènes qui sont venus d'autres régions, s'accaparer de leurs terres. Bon, tout cela avait créé une situation extrêmement tendue dans le pays, que les différents délégués du monde rural venaient porter à la connaissance de la conférence et demander à en obtenir réparation. Et donc, disons que en écoutant toutes ces exactions qui se développaient à l'intérieur du pays, parce que c'était souvent ça qui se passait. Vous savez, on avait affaire à un régime militaire et la manière de régler les différents entre, paysans ou entre communautés ne participait pas d'une politique de concertation, mais plutôt d'une politique de dictat. À savoir que dès qu'il y avait un problème quelque part, on envoyait des hordes de militaires matraquer un peu tout le monde et tout, créant des frustrations partout, tant et si bien que lorsque l'ouverture démocratique est venue et que les gens trouvaient enfin l'occasion de s'exprimer, de contester les spoliations dont ils ont été victimes, ils se sont déchaînés à cœur joie et il y a eu des jacqueries paysannes dans toute une série d'endroits. Il y a eu les malheureux événements de Bodje, Médé ou dans la région du Clouto, où les populations se sont attaquées aux métayers d'origine kabylie, de l'ethnie kabylie qui avait sur les terres. À telle enseigne que on a dû les rapatrier de là pour qu'ils les convoyaient vers le nord du pays, qui sont des incidents malheureux qu'il y a eu. Mais c'est toute cette frustration accumulée pendant ces 23 ans de règne des Adema, qui a emmené à cette situation inextricable, qui s'est constituée partout et par rapport auquel les gens n'étaient pas prêts à accepter les injustices qui avaient été commises à leur endroit. Par exemple, dans toute une série de régions où le régime avait arraché des terres pour y planter un certain nombre d'essences, comme par exemple les eucalyptus dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsque l'ouverture démocratique est venue et que les grèves ont commencé à se généraliser dans tout le pays, qu'est-ce que les propriétaires originaires des terres ont fait? Ils ont commencé tout simplement à aller occuper directement les terrains, à couper les eucalyptus, à reprendre leur culture, etc. Et lorsque les gens se présentaient, envoyés par le régime pour tenter de le leur arracher à nouveau, mais ça donnait des affrontements extrêmement sanglants. À telle enseigne que, à des moments donnés, en pleine conférence nationale, le bureau, le présidium de la conférence était interpellé par des révoltes paysannes qui se passaient dans différents endroits. Et Monseigneur Poduro était obligé de lancer des appels au calme, au micro, puisque la retransmission en direct était là, en demandant aux populations de ne pas se rendre justice elles-mêmes. Et donc, comme l'acte 1 faisait quasiment du présidium de la conférence nationale le véritable gouvernement du pays à l'époque,
en application de cette adoption de l'acte 1, portant souveraineté de la conférence, eh bien, c'est le président de la conférence qui était appelé à résoudre toutes ces questions, toutes ces difficultés qui se créaient dans le pays. Et de fait, le présidium était devenu le seul organe légitime dont les populations reconnaissaient le respect en tant que tel. Et donc, à partir de là, le présidium était tenu d'envoyer des missions, des délégations par-ci, par-là, calmer l'ardeur des gens, tout en veillant à poursuivre l'encadrement des débats dans la salle, etc., etc. Donc, vous voyez que c'était une expérience extrêmement nouvelle et passionnante qui se développait, qui est quelque chose d'inédit dans l'histoire du Togo. Jamais il n'y a eu une réunion de ce type, de manière à ce que on ait eu une expérience de ce genre de situation. Et donc, au fur et à mesure, il y avait des innovations qui se faisaient, des mesures exceptionnelles ou de bon sens qui étaient mises en application, pour trouver une solution au problème qui s'était posé. Et en général, lorsque vous lisez l'histoire des pays, dans toutes des situations exceptionnelles, comme les situations révolutionnaires qu'il y a eu dans l'histoire, dans beaucoup de pays, c'est un peu toujours comme ça que cela se passe. À des problèmes nouveaux posés à la société, eh bien, on fait tout pour trouver des réponses nouvelles. Donc, voilà pour ce qui concernait les régions de faune. Maintenant, d'autres revendications étaient liées aux conséquences des exploitations industrielles sur le monde paysan, en particulier en ce qui concerne la production de phosphate. Et vous savez que pour cette exploitation phosphatière, dans toutes les régions de Vaughan et autres, d'Agbati, etc., on n'a pas cessé d'étendre les superficies où le phosphate était exploité. Et donc, des familles entières, des villages entiers se voyaient chassés de leurs terres, et c'est ainsi que des fois sur plus de 8000 hectares, on les arrachait pour l'implantation de la CIMAO, et on n'a pas indemnisé les familles qu'on a forcé à aller se réinstaller ailleurs sans pour autant qu'ils aient été dédommagés. Et donc, la situation d'autant plus grave qui s'était constituée était qu'il y avait un manque total de dialogue entre, disons, les dirigeants de l'OTP et les paysans des régions dont les terres leur avaient été arrachées pour l'exploitation des phosphates. Sinon, ce que ces paysans demandaient, c'est que on leur a enlevé leur outil de travail, ce qui leur permettait de se nourrir, et en plus, fait plus regrettable, leurs enfants ou les bras valides qui avaient les paysans, au lieu d'être recrutés par l'usine, pour servir comme ouvriers, de manière à pouvoir garder une activité et être maintenus sur leur terre, eh bien non, on laisse les gens de ces régions et les dirigeants vont chercher leurs frères originaires du nord du pays, qu'ils viennent déverser dans cette usine, et ce qui est une double injustice qui était commise à leur endroit. Et donc, les revendications qui en découlaient, naturellement, étaient que cette politique-là soit révisée totalement. Et donc, elle portait par ailleurs sur la révision de la politique de construction et de délimitation des réserves de faune, la révision immédiate de la réserve de Togodo, c'est dans le sud du pays, la restitution des fusils de chasse qui avaient été arrachés aux paysans alors qu'ils s'en servaient pour se défendre contre les animaux féroces,
le dédommagement de tous les propriétaires qui ont été spoliés de leurs terres, l'adduction d'eau dans les différentes régions rurales, la création de pistes et leur entretien pour les rendre carrossables en toute saison, ceci afin de désenclaver les centres de production agricole, la construction d'hôpitaux dans les différentes régions rurales et la déclaration de toute une série de préfectures comme sinistrées, là surtout où les terres avaient été arrachées aux paysans. Et donc, voilà ce qui était ressorti considérablement. Pour le reste, les paysans des autres régions sont revenus en insistant sur les mêmes revendications. Vous savez, ce qui est extrêmement important pour les paysans, à savoir la demande d'engrais, la demande de meilleur prix d'achat pour leur production, le fait que l'Office des produits agricoles du Togo, qui avait été créé à l'époque et qui a été fermé, alors qu'elle avait été créée pour compenser l'écart entre les prix des produits sur les marchés nationaux et les marchés internationaux, et faire organiser un système de péréquation entre ces prix-là, de manière à garantir la stabilité des revenus aux paysans. Eh bien, cette TOPAT, malheureusement, a été une caisse noire du régime, qui en a profité pour enrichir ses membres, à tel point qu'elle également a été mise en faillite, et les paysans se sont retrouvés mais totalement démunis à partir de là, et ont été confrontés à des acheteurs et des vendeurs de produits véreux qui allaient les vendre sur le marché mondial à leur détriment, et qui désorganisaient totalement la filière, ce qui n'assurait plus la stabilité de leurs revenus à partir de là. Et de la même manière, tous ceux qui se sont vus arracher les terres au profit de la construction de projets agricoles par des étrangers, notamment ceux dont j'ai parlé dernièrement, à savoir cette firme où les paysans de la Sinto ou les paysans du Wawa dont on a arraché la terre pour développer un élevage pour la société Marox, tout cela faisait remonter leurs revendications en exigeant que leurs terres leur soient restituées et que toute une série d'équipements les accompagnent de manière à ce que, y compris, on puisse mettre à leur service des ingénieurs agricoles pour les aider à développer leur production agricole. Donc c'est à cette occasion qu'ils ont révélé que pour la création de la réserve de faune, 21 villages ont été contraints d'abandonner leur culture et habitation en pleine saison des pluies, que les gens ont été chassés manu militari sans indemnisation jusqu'ici. Et en réalité, lorsque pour ceux qui sont installés aux abords de la faune, leurs bêtes se perdent et rentrent dedans, eh bien, ils sont arrêtés et les éleveurs de ces bêtes-là doivent payer des amendes colossales. Sinon, on leur arrache leurs bêtes qui vont accroître le cheptel personnel des Adémas, ce qui était une injustice flagrante de leur point de vue. Et donc, il y avait des situations d'injustice de cette façon dans tout le pays qui se développaient à l'époque. Alors, de Yoto, le représentant du monde rural a dénoncé le vol dont les paysans étaient victimes en donnant l'exemple du coton qui, leur étant acheté à 95 000 francs la tonne, leur cause un manque à gagner, puisque selon les coûts de production faits par l'administration elle-même, en réalité, c'est à 125 000 francs la tonne
qu'on devrait le leur acheter, puisque cela tient compte du prix de vente sur le marché mondial. Et donc, vous voyez que de 95 000 à 125 000 francs, il y a eu une grande différence là-bas, de 30 000 francs CFA par tonne, ce qui, pour de pauvres paysans, était quand même colossal. Et donc, où part cet argent, ce différentiel-là? Personne ne sait. Et tout le monde doit avoir l'idée que, bien évidemment, c'est dans les poches des dignitaires du régime que tout cet argent-là va. Et donc, ce même représentant de la région de Yoto, de Tablibo, a dénoncé le fait que on a interdit qu'ils produisent leur solabile local, en leur imposant d'acheter des alcools étrangers qui étaient extrêmement forts, dont les coûts, dont les prix, dont les coûts étaient extrêmement élevés. Et vous devez savoir qu'à l'origine, lorsque Agbo Ibor a développé, après la présidence de la CNDH, il a fait toute une publicité sur le fait que c'est lui qui avait obtenu la libéralisation de la production et de la vente du solabi pour les paysans. Puisque c'est vrai, comme c'est dans la région de Tablibo que cet alcool est entre autres produit de manière locale essentiellement, lorsque la CNDH a été créée, des gens ont multiplié des délégations auprès de lui pour dénoncer le fait qu'ils étaient arrêtés lorsqu'ils produisaient cet alcool local. Et donc il fallait qu'il intervienne auprès des Yadema pour que cette injustice-là cesse. Et donc il a pris sur lui d'intervenir auprès des Yadema pour obtenir que cette tracasserie-là soit arrêtée, de manière à ce qu'il puisse avoir une audience auprès des populations rurales. C'est ce qui a été fait. Alors, par la suite, tout ce qui s'est passé autour de... parce que la faune a existé non seulement dans l'Outier, dans la Kéran, mais dans d'autres régions du pays. Et la manière dont les choses se passaient, c'est que on déployait des soldats pour s'accaparer ces terres pour constituer les réserves. Et ces soldats-là, violaient les domiciles des pauvres habitants. Et souvent, ils accusaient les paysans des riverains des faunes d'aller braconner à l'intérieur de ces réserves de faune. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils débarquaient dans les domiciles des paysans pour voir si dans leurs marmites, il n'y avait pas de la viande produite de chasse, comme les agoutis et autres, ou s'il n'y avait pas du poisson pour les régions où il y avait des fleuves qui passaient à l'intérieur de ces faunes-là. Et malheur à vous, lorsqu'on trouvait que vous aviez par exemple tué des biches que vous prépariez, vous avez pris des poissons frais que vous prépariez et que vous aviez des sauces de tous ces produits-là dans vos cuisines, alors non seulement ces soldats volaient les sauces et tout qui était préparé, mais arrêtaient les gens qu'ils emmenaient dans leur caserne pour les tabasser, les détenir, etc. et tout. Toute chose qui avait créé une situation extrêmement difficile dans le pays tout entier. Et donc, ce représentant du monde rural du ZIO a dénoncé un projet qu'on appelait à l'époque AFRI, qui avait raflé et pris de force 8000 hectares aux paysans qui se sont retrouvés démunis de terres cultivables où ils pourraient, développer des cultures pour se nourrir et exister tout simplement. Alors, puisque en réalité, tout ce qui avait été créé à l'époque, avait été créé depuis bien avant les années 60, et donc le fait qu'on ait arraché ces terres-là
a véritablement précarisé la situation de ces paysans-là. Voilà un peu ce qui se passait au niveau de la revendication des terres. Par ailleurs, les paysans ont dénoncé le fait que pour toute une série de régions rurales, elles n'ont pas l'électricité, elles n'ont pas d'eau, elles manquaient des infrastructures minimales, pour pouvoir vivre décemment dans les différentes contrées paysannes du pays. Et donc, après, ça a été l'énumération de tout ce qu'il fallait pour un mieux vivre à la campagne, notamment l'amélioration qualitative et quantitative des produits agro-pastoraux et artistiques, la lutte contre les rongeurs qui détruisent les cultures, la nécessité de subventionner l'acquisition des outils, l'amélioration des prix d'achat des produits destinés à l'exportation, de meilleures conditions pour la vie dans les campagnes, la création d'écoles pour tous les cycles, la création de centres de santé, la réduction des prix des produits pharmaceutiques, etc., etc. La nécessité de faire une étude sur la situation des expropriés en vue de leur indemnisation. Et ce qui se passait là dans le Zior se passait dans tout le pays de la même manière, puisque les paysans, dans beaucoup de contrées, s'étaient vus arracher systématiquement leurs terres. Et l'interdiction de l'importation de poteaux d'eucalyptus à l'étranger, pour la simple raison que ce qui se faisait à l'intérieur du pays pour les besoins nationaux, ne permettait pas de couvrir les besoins, et là où les gens avaient besoin de bois pour, la couverture de leur maison et tout, ils se trouvaient en rupture de stock à l'occasion, parce que il y avait tout un marché qui s'organisait à l'initiative des dignitaires du régime pour aller vendre tous ces produits ligneux là, le bois d'exploitation à l'extérieur du pays. De la même manière que le gari et puis les produits agricoles étaient convoyés souvent par l'avion présidentiel pour aller être vendus dans des pays de la sous-région d'Afrique centrale comme le Gabon. Et donc voilà quelques-unes des revendications, et bien évidemment ces paysans ont pensé à leurs propres enfants en demandant l'octroi de bourses aux enfants des paysans pour que ceux-ci aient les mêmes droits que les enfants des riches, tout comme les paysans ouvriers et les ouvriers de manière générale. Ils ont demandé également l'alphabétisation des masses paysannes et la sécurité sociale, à savoir l'idée qu'une retraite soit mise en place pour les paysans. D'Apan, de la région de Tone, dans l'extrême nord du pays, le représentant du monde rural a d'abord tenu à faire remarquer dans la conférence, dans la communication qu'il a faite le 27 juillet, que sa préfecture était quelque peu isolée et donc de ce fait a été totalement négligée. Donc les informations de ce qui se passe dans le pays leur parviennent difficilement. Et il a eu à relever le fait que le monde rural est celui qui a le plus souffert de ce régime, d'autant plus qu'il n'a jamais eu la parole pour exprimer ses revendications, et donc est la couche la plus défavorisée de la population, alors que c'est elle qui a la charge de la nourrir. Et c'est ainsi que il s'est particulièrement plaint des problèmes de développement des zones de faune, qui est le problème crucial dans la région de Loti et dans la région de l'Akéran là-bas. Et donc il a dénoncé le fait que ces réserves ont été créées ne reposant sur aucune législation et a lésé totalement leurs droits, toutes choses faisant que, de fait, eux, paysans, considèrent que le Togo n'est pas un état de droit, que leurs terres les plus fertiles ont été accaparées donc pour la création de ces réserves, alors que c'était des terres sur lesquelles
ils développaient avec beaucoup de profit leur culture. Et ces terres-là, se sont trouvées accaparées pour ces réserves de faune et qui est devenu un terrain de chasse pour Eyadema lui-même, et que Eyadema a mis à sa tête le super préfet Yoma Narcisse Djoua, qui de capitaine est passé commandant, et puis a commencé à massacrer les gens dans la faune. Alors, voilà pour les étudiants. Quant aux centrales syndicales, la plupart d'entre eux sont intervenus pour dénoncer la situation qui est faite aux différentes corporations de travailleurs, notamment celle de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, une site qui venait de se créer à l'époque, cette année 91 là, qui a eu à dénoncer la dégradation générale de la situation de l'enseignement et la misère des enseignants du Togo. Je rappelle que à l'époque, cette centrale syndicale avait été très active dans le développement de la grève et sa généralisation, de la grève des enseignants, au compte de la grève générale qui s'est développée dans le pays tout entier. Et donc, l'UNSIS avait également dénoncé la politisation des examens. Des jurys qui, à la fin des corrections, devaient soumettre les résultats de leur délibération à Eyadema avant publication, et celui-ci prenait sur lui de décider qui allait être proclamé élu ou pas. Et donc, par exemple, s'il estimait que des gens d'une région n'avaient pas bien réussi ou leurs résultats n'étaient pas bons, il demandait qu'on les repêche, et que, au nom de sa politique tribaliste, que les étudiants, notamment du nord du pays, aient un traitement de faveur par rapport à leurs autres camarades étudiants, ou par exemple au bac pour l'entrée à l'université. C'est toute cette discrimination-là que les syndicats connaissaient très bien, puisque c'était leurs membres enseignants qui corrigeaient les épreuves, et donc ils en demandaient purement et simplement la suppression. Alors, du côté des douanes, un syndicat des douanes s'était constitué, avait fait une communication le 30 juillet 91 en demandant le retour simple et immédiat des militaires détachés à l'administration des douanes dans leurs casernes, ainsi que le recrutement de véritables agents des douanes uniquement par concours. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'à l'époque, Eyadema avait sorti une oukase où il avait imposé des militaires à l'administration des douanes. Or, ceux-ci n'étaient arrivés aux douanes que pour piller les caisses, exercer la terreur sur les commerçants, et tout l'argent qui rentrait par la douane et qui devait aller dans les caisses de l'État était copieusement détourné. Rappelez-vous, il y a eu pendant tout un temps une tradition où, à la tête de l'administration des douanes, Eyadema a systématiquement nommé des militaires, alors que ce n'était pas leur rôle, ni leur fonction, ni leur formation. Ils n'ont pas eu cette formation, donc étaient incompétents pour exercer ce métier. Et donc, chacun aura compris que, en réalité, il les avait envoyés là pour qu'ils pillent les caisses des douanes, qu'ils s'enrichissent, tout simplement en contrepartie, pour qu'il puisse protéger son régime et assurer son maintien au pouvoir. Le Syntirt, qui est un syndicat d'un autre secteur, dans la communication qu'il a faite le 3 août, a marqué son rejet de la politique des privatisations, qu'il, étant bien placé pour en voir les effets néfastes pour les intérêts nationaux, les a caractérisés comme étant des braderies, et a exigé l'annulation de toutes les privatisations des sociétés d'État intervenues. Alors, bien évidemment, par la même occasion, il a tenu à dénoncer le syndicalisme de participation responsable qui avait été prôné jusque-là, et puisque les syndicats liés, la CNTT en particulier, au parti unique,
ne faisait qu'accompagner la politique du gouvernement en s'interdisant de recourir à la grève comme moyen d'action, notamment pour faire aboutir ces revendications. Donc, au niveau du monde du travail, voilà quelques aspects des questions ou des revendications qui ont été mises en avant par les travailleurs et les organisations de jeunesse. Maintenant, lorsqu'on revient aux paysans, ils ont eu des revendications spécifiques à travers les délégués des différents mondes ruraux qui se sont présentés ou qui ont envoyé des délégués à la conférence nationale. Bon, ainsi, par exemple, le représentant du monde rural du Zio, c'est-à-dire de la région de Thévié, a dénoncé dans la communication qu'il a faite le 3 août la spoliation des paysans de leurs terres par les dignitaires du régime et leurs alliés. Alors, à côté de ces débats sur les questions économiques, où les choses ont été établies avec une extraordinaire clarté, comme je viens de le démontrer, maintenant il y a eu le débat sur les questions sociales, parce que on ne pouvait pas les évacuer aussi facilement. À savoir que les différentes délégations sont venues de tous les coins du pays avec leurs revendications et entendaient, en les présentant à la conférence nationale, obtenir leur satisfaction en tant que telles. Et ces revendications-là, elles portaient sur de nombreuses et diverses questions venant de tous les secteurs. Alors, dans la communication faite par la délégation des étudiants de l'Université du Bénin, il y a eu une dénonciation en règle du tribalisme qui sévissait à l'université, ce qui a eu pour conséquence de subordonner dans les relations entre les étudiants ou dans les relations avec les administrations, etc., ces sempiternelles questions qui revenaient, à savoir d'où viens-tu, où il est d'où, à travers les amicales de préfecture qui existaient à l'époque et qui a été une fabrication du régime, puisque c'est le régime qui a suscité leur création. Et donc vous aviez des associations, des étudiants de la COSA, des associations des étudiants de Cloto, des associations de la région des lacs, ainsi de suite et tout. Et donc, on poussait ces associations régionales à développer une politique régionaliste et à se dénoncer, à se combattre. Et Eyadema l'avait fait délibérément pour diviser les étudiants et les emmener à s'affronter sans arrêt. Vous connaissez la politique du diviser pour régner. Et donc les étudiants ont dénoncé cela. Et en réalité, la seule association qui avait pignon sur rue et toutes les faveurs au niveau de l'université, c'est l'amicale des étudiants du Nord Togo, la Mento, qui régentait tout et qui, en fait, créait des difficultés à l'existence légale d'autres amicales similaires, des étudiants créés par des étudiants du Sud. Et donc, vous voyez que c'est délibérément fait pour asseoir la prévalence des intérêts des étudiants du nord du Togo sur l'ensemble des étudiants, et en particulier ceux des autres régions du Togo. Et cela montre le degré de pourriture qu'il y avait sur le campus là. Ensuite, ils ont dénoncé l'animation politique qu'on les forçait à développer sur le campus comme une véritable école de prostitution, puisque le régime et les dignitaires venaient, à partir de là, de ces structures d'animation, faire la chasse aux jeunes étudiantes, qui avaient sur le campus ce que leurs camarades étudiants mal voyaient assez mal, et qui semaient un vent d'ammoralité absolue sur le campus qui était particulièrement révoltant. Parallèlement à cela, ils ont présenté leurs revendications qui étaient fort nombreuses
notamment la mise à disposition de l'UB des locaux de l'école du parti et des bus du RPT, puisque il y avait une école du RPT qui avait été construite par les Coréens, et la Corée du Nord, j'entends, et qui était là sur le campus, alors que le campus manquait de locaux pour les étudiants, pour délivrer les enseignements. Donc les étudiants ont exigé que cette école du parti soit fermée. Et les bus, c'était des bus du RPT qui transportaient des gens qui venaient suivre les cours à l'école du parti. Et, cette école du parti n'avait rien à voir avec l'enseignement universitaire, mais plutôt était un enseignement d'endoctrinement aux valeurs du RPT de l'époque, etc. Et donc les étudiants exigeaient que tout ceci soit remis à l'université pour ses besoins d'enseignement. Et donc, il demandait également que le campus et les résidences universitaires soient gardés et protégés, que le campus bénéficie d'une franchise empêchant les corps de l'armée de le traverser et d'y venir faire du sport comme c'était le cas à l'époque, puisque vous savez que, au nom de la règle universelle de franchise universitaire, les corps habillés n'ont pas le droit de pénétrer sur les campus et d'y exercer la violence sur les étudiants. C'est une règle qui est universelle dans tous les pays, mais au Togo, ça a été bafoué depuis l'époque et ça continue à l'être jusqu'aujourd'hui encore, comme vous le savez fort bien. Ensuite, ils ont demandé la dissolution de l'association des étudiants togolais de l'Université du Bénin et du mouvement national des étudiants stagiaires du Togo, le Monesto, qui étaient des associations pro-gouvernementales, qui semaient la terreur sur le campus, menaçaient les étudiants, les intimidaient, et puis en période de crise, se comportaient véritablement en milice armée, qui frappaient, tuaient les étudiants sur le campus. Et ils condamnaient par là même des regroupements régionaux, voire par préfecture, et ils demandaient l'indépendance de la magistrature. Alors là, c'était des revendications à caractère national, et se prononçaient pour un gouvernement civil, et surtout ont exprimé en tant qu'étudiants cette revendication politique de refus qu'Eyadema reste à la tête de la période de transition s'il ne vient pas à la conférence nationale répondre aux interpellations dont il a été l'objet. Et chose étonnante sous ce rapport, c'est de grandes entre guillemets personnalités qui vont intervenir dans ce sens. Quelqu'un comme Edem Kodjo, qui, comme vous le savez, l'ancien fondateur du Parti unique Parti État RPT, et qui a eu les tribulations que vous savez avec le régime avant d'aller s'exiler en France, membre de la conférence nationale, conduisant la délégation de son parti, l'UTD, à la conférence nationale, dans la communication qu'il a faite à la conférence nationale, a appuyé très fortement la politique prônée par le FMI et la Banque mondiale. C'est ainsi que dans cette communication qu'il a faite le 5 août, ces déclarations ont été particulièrement édifiantes sur les questions économiques. Je vais en citer juste quelques extraits pour que vous puissiez vous en rendre compte. Qu'a-t-il dit? Je cite: « Alors, que faire maintenant? Nous dirons d'emblée qu'il faut s'ancrer dans la voie de l'ajustement en accentuant les efforts pour assainir en profondeur les circuits économiques, établir les grands équilibres et éliminer les rigidités structurelles. Nous ne pouvons pas y échapper. Il ne faut pas que l'on nous parle un autre langage. Ce serait un mensonge, ce serait une illusion. Avec ou sans le Fonds monétaire international, avec ou sans la Banque mondiale, nous devons nous ajuster structurellement, c'est-à-dire adapter notre comportement aux exigences modernes de la rationalité économique. Il n'y a pas une science économique pour les faibles, les sous-développés, et une autre science économique pour les forts et les riches. Il y a des lois économiques, il y a surtout et partout la dure loi du travail et de l'effort. Alors, nous dira-t-on, c'est ce que nous faisons actuellement. Et nous répondons,
il faut faire autrement. Et nous affirmons, il faut faire mieux quant à la forme et quant au fond. Au plan de la forme, deux idées nous importent. Au plan de la forme, deux idées nous paraissent essentielles. Il est d'abord impératif de démocratiser les conditions d'élaboration des programmes économiques et financiers. Désormais, les programmes économiques et financiers doivent être l'affaire de tous les Togolais, c'est-à-dire de leurs vrais représentants. Crédibiliser les conditions d'exécution des programmes, cela revient à organiser une pédagogie de l'ajustement structurel par une communication bien ciblée. Le secteur public n'a pas produit, mais a consommé la richesse nationale. Il n'a pas dégagé de surplus économique, mais a plutôt sollicité la contribution nationale. Il importe donc désormais, et suivez bien cette partie-là, parce qu'elle est terrible, il importe donc que désormais le secteur privé prenne le relais et que l'État crée le cadre macroéconomique sain qui doit inciter à l'investissement intérieur comme extérieur. Nos petites et moyennes entreprises doivent pouvoir évoluer sans entrave. Si l'État doit moins s'engager au plan économique, il ne saurait se désintéresser du social. Nous devons affirmer notre préférence pour les pauvres, comme le prescrit sans embâche la doctrine sociale de l'Église. Les communautés de base, pour l'essentiel du développement du futur, doivent recevoir de notre part une attention soutenue. Les ONG aussi. Fin de citation. En d'autres termes, que dit Kodjo? Mais c'est en réalité que tout l'argent volé par Eyadema et Sakamarya, ils n'en parlent pas. Donc implicitement, c'est une sorte d'impunité économique qu'il leur accorde. Puisque là, son discours est d'une clarté absolue, mais il faut continuer à ajuster pour rembourser la dette de l'argent détourné par Eyadema au lieu de lui demander de rendre gorge. Vous voyez le paradoxe? Et pour le reste, mais il faut privatiser, c'est-à-dire brader au capital international et aux intérêts étrangers les pans de l'économie togolaise. Et vous constaterez malheureusement que c'est cette politique qui aurait été poursuivie depuis 31 ans, à telle enseigne aujourd'hui que notre économie nationale ne nous appartient plus comme nationaux, mais tout a été vendu à l'étranger avec la complicité des dirigeants nationaux qui, pour certains, se retrouvent de mèche avec de véritables brigands internationaux pour acheter à vil prix les pans de notre économie, de grandes sociétés comme Togotom ou Togocel, l'OTP dont personne ne connaît la gestion aujourd'hui, et toutes ces sociétés-là. Quant à nos infrastructures hôtelières, l'hôtel du Bénin, construit par Sylvanus Olympio, vous savez que c'est Bouygues qui l'a racheté, de même que Sarakawa, etc. Et plus rien n'appartient aux nationaux aujourd'hui. Et dans l'actionnariat de ces entreprises soi-disant étrangères, comme par exemple la SALT, vous retrouvez des membres du régime. Et il y a des membres et actionnaires de la SALT, ces informations ont été publiées. Donc voilà à quoi on a fini par aboutir, à savoir qu'il faut privatiser et tout, et il ne faut pas s'étonner que ceci ait fini par ruiner totalement notre économie. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont des gens qui se présentaient à l'époque comme étant les grands opposants qui recommandaient une telle politique. Donc, cette déclaration qui a fait le constat de la faillite économique du régime a été ainsi formulée, je cite, « Vu l'acte numéro 7, adopté le 16 juillet 1991, considérant que la commission numéro 3, Affaires économiques, financières et foncières, mise en place par la Conférence nationale souveraine le 23 juillet 1991, a présenté un rapport détaillé sur la situation économique et financière de la République togolaise, duquel il ressort que la dette extérieure de l'État est de 302 milliards de francs CFA à fin juin 1991.
considérant que le déficit prévisible de l'année budgétaire 1991 est compris entre 40 et 54 milliards de francs CFA, considérant que le déficit de trésorerie au 31 juillet 1991 est d'environ 36 milliards de francs CFA, considérant que le ministre de l'économie et des finances et celui du plan et des mines interpellés sur ces chiffres les ont attestés, considérant l'état de délabrement général de l'économie nationale, constate la faillite économique du régime Eyadema. Fin de citation. Et donc, vous verrez à partir de là que cette déclaration, bon, elle était somme toute anodine, mais elle était terrible dans ses considérations, parce que normalement, lorsque on fait le constat de faillite d'une société, on la ferme. Et donc, dans le cas d'espèce, lorsqu'on a fait le constat de la faillite d'un régime, quelles conséquences devraient en découler? C'est qu'on doit fermer le régime, c'est-à-dire qu'on doit le congédier normalement. À partir de là, en réalité, les conférenciers réunis à la salle Fazao de l'hôtel du 2 février, puisque c'est là où se tenait la conférence nationale, étaient en mesure de pouvoir prendre un acte destituant le régime et lui demandant, pour cause de mauvaise gestion de l'économie nationale, pour cause de dilapidation des fonds publics, etc. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et donc, la seule chose qui sera retenue, comme cela s'est fait d'ailleurs dans d'autres conférences nationales survenues dans d'autres pays d'Afrique, c'est qu'on a constitué une commission des biens mal acquis, à qui la charge a été dévolue de faire les investigations sur les différentes réalités de pillage de l'économie et les auteurs qui ont commis ces infractions, et donc d'étudier les dispositions à prendre à leur endroit, voir s'il faut les traduire en justice, etc. Et donc, vous verrez que en refusant de prendre ainsi ses responsabilités sur une question, somme toute, aussi simple mais aussi grave, la conférence a constitué une situation qui allait être lourde de conséquences par la suite. Parce que lorsque vous constatez que quelqu'un est un voleur et que vous ne l'attrapez pas sur le coup, qu'est-ce que cette personne va tenter de faire? Vous le savez, généralement, même dans la vie courante, lorsqu'un voleur vient dans un quartier et qu'on va pour l'attraper, le voleur se défend et pour ne pas se faire attraper, il est même prêt à tuer. Et donc, c'est un peu ceci qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que comme des gens ont été convaincus de vol, de pillage, de dilapidation des richesses nationales, du fait que la conférence n'est pas immédiatement décidée, qu'on les mette hors d'état de poursuivre le pillage, eh bien ces gens-là vont devenir extrêmement dangereux pour le pays et pour la nation tout entière par la suite, dans la mesure où ils vont entreprendre tout ce qui va être possible et imaginable, notamment des coups d'État, pour ne pas avoir à rendre compte. Et c'est ce qui se passera, comme nous le verrons par la suite, dans les autres séances à venir. Mais pour l'heure, c'est-à-dire que sur un autre terrain, une fois que ce constat de faillite a été fait, dans la mesure où c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont voulu que les plans d'ajustement structurel continuent à s'appliquer et que les régimes de dictature à l'époque avaient du mal à le faire puisque les mesures qu'ils prenaient conduisaient à des explosions, c'est le cas au Bénin, mais c'est le cas au Togo également avec le 5 octobre 1990, le FMI et la Banque mondiale ont fait en sorte que les conférences nationales et les régimes de transition qui allaient se mettre en place prennent en charge la mise en application de ces plans d'ajustement structurel que les régimes en place n'arrivaient pas plus à appliquer, notamment le régime du Togo.
Et c'est cette chose extraordinaire que nous allons voir, à savoir que, disons, les régimes de transition démocratique qui vont se mettre en place et leurs principales figures vont devenir des régimes et des personnalités qui vont au contraire accélérer la mise en application des plans d'ajustement structurel.